Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Public Sénat. On est en direct pour revenir sur l'actualité parlementaire. Voici le sommaire de cette émission. Le Sénat a dit oui à une réforme constitutionnelle du statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est une réforme poussée, souhaitée par Emmanuel Macron. Détail et analyse dans un instant. Les JO de Milan-Cortina sont terminés. Cap maintenant sur les JO d'hiver 2030. Ils doivent avoir lieu en France, mais le comité d'organisation connaît de très fortes secousses. On fait le point dans cette émission. Les grands distributeurs s'en mènent-ils plein les poches au détriment des consommateurs? Une commission d'enquête se penche sur la question. Le patron du groupe Carrefour était entendu cette semaine au Sénat. Mais d'abord, focus sur la nouvelle stratégie énergétique de la France. La feuille de route a été dévoilée il y a quelques jours par le gouvernement. Elle est très loin de faire consensus. Illustration avec ce débat organisé en début de semaine au Sénat. Regardez. Le Parlement a été amené à se prononcer, même si je reconnais bien que c'est incomplet lors des différentes lectures de la proposition de loi de votre collègue Daniel Gremillet, ici présent, d'octobre 2024 à juillet 2025. Je tiens sincèrement à saluer ici le travail du Sénat, qui a été à l'origine de ces travaux, qui ont largement contribué à relancer le débat sur le mix énergétique français. Et je mesure l'engagement du sénateur Daniel Gremillet, la qualité du travail approfondi réalisé notamment par les rapporteurs, M. Cadec et Chauvet, ainsi que celui de la Commission des affaires économiques. Je le sais, vous regrettez que le processus législatif n'ait pas pu être mené jusqu'à son terme. Nous avons néanmoins, et j'insiste, souhaité que les grandes orientations prévues par ce texte soient reprises dans la PPE, et je vous propose d'en partager les détails. La PPE 3, dans sa version publiée, reprend les volumes cibles présents dans la proposition de loi du sénateur à l'issue du vote des deux chambres. La proposition de loi Gremillet prévoyait à l'article 5 de porter la part d'énergie décarbonée à 58% au moins de la consommation finale brute d'énergie en 2030. C'est chose faite puisque la PPE 3 fixe cet objectif à 60%. Sur le nucléaire, la PPE 3 est en lien avec les objectifs fixés dans votre proposition de loi puisque le texte publié vise la construction de 6 nouveaux EPR, 10 gigawatts au total, plus la possibilité de construire 8 EPR2 supplémentaires en 2026, 13 gigawatts, ainsi que la consolidation et la prolongation des réacteurs actuels, maintien d'une capacité installée de production d'au moins 63 gigawatts. Sur les énergies renouvelables, l'article 5 prévoyait également d'atteindre 200 TWh de production d'électricité décarbonée issues de sources renouvelables. Si l'on additionne photovoltaïque, éolien terrestre, éolien en mer, hydroélectricité et bioénergie, l'objectif de production prévu par la PPE est de 205 TWh en 2030, soit un objectif équivalent à celui que vous aviez prévu. Si on regarde encore davantage dans le détail, votre texte prévoyait 48 TWh de biocarburants, la PPE en prévoit 55. Vos cibles souhaitées de 44 TWh de capacité de production installée de biogaz injecté dans les réseaux et de 299 TWh de chaleur et froid renouvelables sont également reprises à l'identique dans le texte publié. Sur l'hydrogène, la concertation publique de fin 2024 visait 6 gigawatts en 2030, 10 gigawatts en 2035, contre 4,5 gigawatts et 8 gigawatts dans la proposition de loi dite Gremillet. Ce sont ces dernières cibles qui ont été retenues dans la PPE publiée. Et enfin, sur l'éolien terrestre, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la PPE privilégie le renouvellement des installations existantes en tenant compte de la planification territoriale conformément à vos souhaits. Bref, les travaux du Parlement et des concertations ont très concrètement nourri la version finale de la PPE, mais nous ne pouvions pas attendre davantage après 4 années de débats et d'incertitudes pour les filières. Il fallait trancher, il fallait avancer face à une triple urgence géopolitique, économique et climatique. Habemus PPE. Il aura fallu 3 ans, pas moins de 5 premiers ministres, pour qu'enfin soit publié le décret de la programmation pluriannuelle de l'énergie. 3 années de tergiversation, de renoncement, parfois de manque de courage face aux pressions de l'extrême droite et d'une partie de la droite, on s'en souvient à l'Assemblée, empêtrée dans un délire de moratoire sur les énergies renouvelables. 3 années d'instabilité qui ont conduit ces derniers mois à un moratoire de fait sur les projets d'énergie renouvelable en bloquant les appels d'offres et en mettant des centaines d'entreprises présentes sur tous nos territoires au bord de la faillite. L'enjeu de la PPE, ça a été dit, est majeur. Il s'agit d'adapter notre système énergétique au plus grand défi du siècle, celui du dérèglement climatique. On connaît déjà le début du chaos. On a une partie des pays
qui est sous l'eau, de tirer évidemment les conclusions de la guerre en Ukraine, et puis de nos dépendances aux énergies fossiles et de nos complaisances vis-à-vis d'un certain nombre de dictatures et de régimes totalitaires. Il s'agit aussi de protéger les consommateurs face aux chocs de prix. On sait à quel point il y a une boucle aujourd'hui, prix de l'énergie, Rassemblement national, il faut faire attention. Et puis, évidemment, il s'agit d'engager des centaines de milliards d'euros pour bâtir les infrastructures énergétiques qui dessineront pour les décennies à venir nos modes de production, de consommation et de transport. C'est évidemment un sujet planétaire. Et là, les chiffres ne manquent pas. En 2024, dans le monde, 93%, c'est-à-dire la quasi-totalité des nouvelles capacités de production électrique installées, sont des énergies renouvelables. Près de 600 gigawatts de capacité solaire ont été installés, 33% de plus qu'en 2023. En 2025, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, les énergies solaires et éoliennes ont produit plus d'électricité que les énergies fossiles. Une bonne nouvelle est notamment liée à l'effort et à la progression forte et continue du photovoltaïque. Pour le solaire comme pour l'éolien, on le sait, les coûts ne cessent de baisser, les filières deviennent totalement matures, le déploiement est rapide. L'entreprise Vestas, on vient de l'apprendre, premier fabricant européen d'éoliennes, vient d'annoncer des records, 19 milliards de chiffre d'affaires en 2025 et un carnet de commandes de 72 milliards d'euros. Les capacités de stockage de l'électricité, l'élément structurant évidemment d'un modèle fondé sur les renouvelables, progressent aussi très rapidement. En Californie et en Chine, elles peuvent désormais alimenter des régions entières pendant des heures. C'est donc dans les filières des énergies renouvelables que se joue la grande bataille économique, que se déploie partout le génie de l'innovation, les compétences, la compétition économique, la création d'entreprises et d'emplois, la souveraineté de nos sociétés, loin des patriotismes de comptoir qui défendent le statu quo. Si les filières françaises évitent le moratoire, et c'est tant mieux, et merci Monsieur le Ministre, les objectifs annoncés par la PPE placent quand même la France en rupture avec ce que je viens de décrire. Car le déploiement des énergies renouvelables est ralenti. Au fil des projets de PPE, au fil des projets de décret, on a vu les objectifs baisser. 48 gigawatts de photovoltaïque en 2030, les filières pouvaient faire 60. L'éolien terrestre subit quand même un coup d'arrêt sur les nouveaux projets. Le président Patriat en a parlé et il y a une concentration sur les augmentations de puissance. L'objectif de 18 gigawatts pour l'éolien en mer est quant à lui reporté à 2037. Enfin, aucun objectif en matière de stockage d'électricité n'est présent, alors que cette technologie, je l'ai dit, est impérativement et rapidement utile au modèle des énergies renouvelables. Alors, qui veut la peau des énergies renouvelables? Certainement pas les citoyens, ni les entrepreneurs d'ailleurs. Toutes les enquêtes d'opinion confirment qu'en moyenne, 8 Français sur 10 soutiennent le développement de l'éolien et du solaire notamment, même lorsque c'est à côté de leur maison. Un soutien massif qui transcende tous les groupes politiques. Collègues de droite, ici, heureusement, il n'y a pas l'extrême droite, 75% de vos électeurs veulent des énergies renouvelables, 2 fois plus que le nucléaire. Un sujet consensuel de souveraineté, donc, au moment où on a toujours 60% de notre mix énergétique composé d'énergie fossile pour 60 milliards d'euros d'importation par an. Les filières des énergies renouvelables se battent, vous le savez, 2 milliards de retombées fiscales locales en 2024, un enjeu important pour nos collectivités, 84 000 emplois directs et des ENR qui représentent un marché de 52 milliards d'euros en France. L'éolien qui compte plus de 900 entreprises sur notre territoire et quelqu'un l'a rappelé, 30 000 emplois dans le solaire. Pourtant, cette PPE, il faut quand même le dire, c'est d'abord un pari impossible, celui d'une relance tous azimuts du nucléaire. Il faut remarquer que vous êtes quand même très fort. Vous êtes passé d'une loi de transition énergétique de 2015 où c'était moins 14 réacteurs à plus 14 réacteurs. Ça fait quand même une balance de 28 réacteurs. Je reconnais là la force de frappe du lobby nucléaire dans notre pays. Parce que miser l'essentiel de notre avenir énergétique sur une seule technologie, c'est quand même jouer à la roulette russe. Et je ne dis pas ça parce que Poutine contrôle largement une partie de notre uranium naturel importé et de notre uranium enrichi.
Et bonjour Stéphane Piednoir, Bonjour. sénateur LR du Maine-et-Loire. Le gouvernement a donc dévoilé la nouvelle stratégie énergétique de la France. Premier élément, peut-être déjà sur la forme, ça se fait par décret. Est-ce que vous le regrettez? C'est une manière aussi de contourner le Parlement, c'est ça? Oui, absolument. J'ai eu l'occasion de m'exprimer en question au gouvernement il y a maintenant 2 semaines. C'est non seulement un contournement du Parlement, mais presque une humiliation du Parlement, puisque, Humiliation, oui. bien sûr, parce qu'en fait, tous ceux qui connaissent bien le sujet savent que le décret d'application de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on attendait depuis presque 3 ans, 2 ans et demi, c'est un décret d'application d'une loi qui doit être votée par le Parlement. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les parlementaires qui font la loi. Et il y a une fragilité à la fois démocratique et juridique. C'est ce que j'ai exprimé dans ma question au ministre Lescure il y a 2 semaines. Démocratique parce qu'il y a cette assise qui ne sera pas là derrière cette programmation pluriannuelle. Les parlementaires sont aussi des gens qui peuvent faire preuve de bonne volonté, d'un pragmatisme et se mettre d'accord sur un consensus. On sait que c'est compliqué sur ces sujets énergétiques, mais qui engagent le pays pour de nombreuses années. Et puis une fragilité vraiment juridique, parce que là, du coup, on n'est pas dans le respect de la loi, Mhm. qui indique que cette programmation doit être Alors votée avant d'être ça c'est décrétée. sur la forme et sur le fond, le gouvernement qui acte une relance massive du nucléaire. Est-ce que là, vous êtes satisfait sur ce point? C'est une relance, en tout cas, qui confirme le discours de Belfort du président de la République, qui lui infirmait ses premières positions en 2017 avec le prolongement de la politique de François Hollande, quand même, hein. Mhm. L'arrêt de Fessenheim, l'arrêt du programme Astrid sur les réacteurs à neutrons rapides. Donc, il y a eu ce revirement qui a eu ses Et conséquences. que vous saluez? Que je salue bien sûr, mais on connaît l'inertie sur ces politiques publiques. Enfin, c'est des projets de très long terme. On sait que pour n'importe quel projet, que ce soit dans le Mhm. domaine des énergies renouvelables et encore plus sur la construction de réacteurs nucléaires, il faut des années, parfois des décennies avant d'arriver à terme. Donc c'est très regrettable. Maintenant, il faut des actes. J'entends qu'on a une relance avec 6, éventuellement 8, mais les 8 EPR2 supplémentaires ne sont pas tout à fait actés dans C'est pas cette encore acté, PPE. effectivement. Mais est-ce que vous dites, au moins sur le nucléaire, on a gagné la bataille, notamment contre les écologistes? Non, moi je le vois pas comme ça. Vous savez, ma bataille, c'est l'intérêt général de la France. On a eu la chance dans les années 70-80 d'avoir des gouvernements, des exécutifs extrêmement volontaristes qui ont déployé ce parc nucléaire dont nous bénéficions aujourd'hui, hein. Enfin, faut pas oublier que l'électricité qui est produite aujourd'hui à 75%, c'est encore d'origine nucléaire. Mhm. Et puis, depuis 25 ans, on a eu quand même des vents contraires sur le nucléaire et des vents porteurs sur d'autres types d'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à la raison. Alors, la feuille de route prévoit aussi l'accélération de l'éolien en mer. Est-ce que vous êtes en phase avec ça? La dégradation, en tout cas, vous savez, on fait des plans pour préserver les côtes sur l'urbanisme, et aujourd'hui, on veut déployer massivement des parcs en mer. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Bien sûr que euh, l'éloignement que l'on réclamait, d'ailleurs, hein, dans la PPL Grémillet que nous avons voté par 2 fois ici au Sénat, proposait d'éloigner au maximum ces parcs éoliens, tout simplement pour la préservation des littoraux. Ça pose d'autres problèmes, notamment pour la pêche. Il faut aussi penser à notre souveraineté alimentaire, et la pêche en fait partie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, au-delà de ça, il faut vraiment avoir un débat de fond de quoi avons-nous besoin. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter notre capacité de production alors qu'on Mhm. exporte? Et votre réponse? Ben, je crois que quand on exporte 90 TWh désormais, année après année, à des prix qui Mhm. sont très faibles en réalité, on dit que ça rapporte tant, mais on compte pas les subventions de l'État sur ces énergies. Il faut qu'on soit conscient que l'électrification des usages n'est pas au rendez-vous, et donc il faut impulser cette politique publique-là avant d'envisager Mais de qu'on nouvelles comprenne bien, vous implantations. dites qu'il ne faut pas produire plus, si, ou j'ai mal compris? Il ne faut pas produire Il ne plus faut pas aujourd'hui. produire On n'a pas, plus. on n'a pas de besoin de production. D'accord. On peut le regretter, hein, la- l'un des combats, le combat quasiment principal, c'est la décarbonation de Mhm. notre industrie, en Ouais. particulier, pas seulement des mobilités et des particuliers. Et ça, aujourd'hui, c'est pas au rendez-vous, et on sait que ça va prendre du temps. Et le contexte politique n'est évidemment pas indifférent à cette absence d'engagement, d'investissement des industriels. Et ma dernière question, précisément, vous parlez en matière de décarbonation. L'objectif de la France, c'est neutralité carbone d'ici à 2050. On va y arriver ou pas? Franchement, je ne crois pas. Enfin, moi, je suis toujours très réservé, si vous voulez, sur les objectifs de très long terme, en disant en 2050, il va se passer un truc formidable, on va tous être vertueux, on va tous se promener en soucoupe volante électrique. Enfin,
Non, ça vous dites non. Non, ça n'arrivera Pas pour pas. les soucoupes, peut-être pour les soucoupes, Et mais même dans de les manière générale. dans les Ouais. plans, de réduction de consommation d'énergie 40, enfin, qui peut promettre ça dans l'espace de 10 ans? Mmh. Ce sont encore les mots de Sébastien Lecornu sur, les Bien annonces, sûr. de cette PPE. Il faut être raisonnable, il Mmh. faut être réaliste. Et le gouvernement n'est pas raisonnable. Il y a une Ni tendance, raisonnable, mais ni elle est plus réaliste. faible que ça. Merci beaucoup, monsieur Piednoir. Merci Merci à d'avoir vous. répondu à mes questions aujourd'hui. Autre thème de cette émission, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, le Sénat a dit oui à une réforme constitutionnelle souhaitée, poussée par Emmanuel Macron. Il s'agit notamment d'apposer la mention État de Nouvelle-Calédonie dans la Constitution. Je vous propose de revivre la séance de mardi et on en reparle juste après. Venons-en directement à l'accord dit de Bougival. Est-il un accord complet et total sur l'ensemble des questions institutionnelles et politiques calédoniennes? La réponse est non. Bougival, complété récemment par Élisée Oudinot, c'est avant tout un accord cadre qui ne porte pas sur des mesures toujours précises, mais sur des principes qui ont permis de s'entendre. C'est déjà beaucoup. C'est plus que ces 3 dernières années où le dialogue a souvent été rompu entre Calédoniens et avec l'État. Cet accord fixe des orientations. Il prévoit des modalités de transfert de compétences. Il prévoit les conditions d'exercice de certains droits. Il renvoie des modalités à des modifications de la Constitution, mais aussi à des mesures organiques et à une loi fondamentale. Sur le fond, il prévoit donc un cadre et a toujours été présenté ainsi par les Calédoniens qui sont venus le négocier autour de la table avec les représentants de l'État. Cet accord n'a jamais eu vocation à trancher tous les sujets de désaccord, et d'ailleurs, aucun accord auparavant ne l'avait d'ailleurs fait. Ce n'est ni l'accord de Matignon, ni l'accord de Nouméa, qui étaient certes plus précis, il faut en convenir, mais qui n'épuisaient pas tous les sujets, loin s'en faut. Michel Rocard, qui avait permis, y compris d'ailleurs dans la fermeté, la grande fermeté parfois, la signature de ces accords, savait qu'il ne réglait pas tout. Mais il a démontré qu'un accord est l'unique chemin permettant la paix en Nouvelle-Calédonie. Tous les accords ont toujours comporté leur part de silence, leurs omissions, leurs ombres. Le cycle ouvert par les accords de Matignon et de Nouméa s'est clos, et en raison précisément de ces imperfections, ils n'ont pas toujours tenu toutes leurs promesses. Nous ne le découvrons pas cet après-midi. Mais si loin d'avoir été vain, en ce qu'il a contribué à apporter à ce territoire une paix civile dont la nécessité ne saura jamais être rappelée avec suffisamment de force, il n'a pas permis de résoudre les difficultés politiques qui ont justifié son engagement 34 ans plus tôt. Cet accord de Bougival n'est pas parfait. Il suscite des débats sur le Caillou comme à Paris. Il n'est pas plus précis que les précédents. Il renvoie beaucoup de sujets à plus tard. Mais chacun doit reconnaître avec honnêteté que nous ne le découvrons pas une fois de plus cet après-midi. Venons-en à l'assise politique de l'accord. Est-ce que Bougival était l'accord de tout le monde? Là aussi, la réponse est non. Mais ne faisons pas non plus semblant de découvrir qu'il n'y avait pas non plus d'unanimité en 1988 ou en 1998. Il y a toujours eu des leaders qui refusent le courage des compromis, les logiques d'équilibre négociées. Et le compromis n'est pas infamant, ici comme en Nouvelle-Calédonie, en Calédonie comme ici. Il est le socle d'un destin commun, la reconnaissance des tempéraments indispensables aux faits majoritaires et une réponse aux aspirations de chacun. Est-ce que depuis, certains signataires ont changé d'avis? La réponse est oui. Et là aussi, ne faisons pas semblant non plus de nous en émouvoir. C'est parfois normal en politique, et c'est aussi la vie démocratique. Le rôle de l'État est, à l'inverse, d'être stable et prévisible. Chacun peut quitter ou venir à la table des négociations quand il le souhaite, mais tous doivent avoir confiance en une chose, l'État a toujours été et sera toujours aux côtés de celles et ceux qui souhaitent avancer. Le rôle de l'État ne saurait se résumer à la stabilité et à la prévisibilité sur ce dossier, et je crois que l'État doit s'astreindre à chaque instant à un équilibre que Michel Rocard, une fois de plus, avait trouvé entre volontarisme et impartialité. Permettez-moi de les détailler, car je crois que c'est important pour la suite de nos débats et de nos travaux. Impartialité pour permettre aux acteurs calédoniens qui ont négocié les accords, qui sont venus les négocier, d'avoir confiance à la pleine volonté de l'État de respecter l'esprit et la lettre de l'accord. L'État ne peut pas sélectionner ou rejeter unilatéralement des morceaux de l'accord de Bougival sans manquer à son devoir historique d'impartialité. Volontarisme ensuite,
de l'État, car jamais sans prendre le risque de l'unilatéralisme, du passage en force ou de l'attentisme, lui seul est en capacité de proposer la traduction juridique d'un accord. Et seul le gouvernement a la charge de défendre cette dernière devant le Parlement, comme nous le faisons devant vous cet après-midi. L'État doit donc prendre sa part au renouvellement de l'affectio societatis entre Calédoniens proposé par l'accord de Bougival. Il ne saurait se borner à être le greffier d'un accord local dont la défense incomberait aux seuls Calédoniens. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous n'avons pas fait, pardonnez-moi cette expression, de tabula rasa. Bougival est en réalité un accord qui remplit les mêmes conditions que ceux de Nouméa et de Matignon. Il ne prétend pas répondre à tous les sujets et n'est pas le fruit d'une unanimité dans toute la classe politique calédonienne et nationale. Il est tout simplement, et j'admets bien volontiers le pragmatisme de cette approche, ce que nous avons fait émerger collectivement de mieux en 4 années de négociations. Et c'est d'ailleurs l'état d'esprit du ministre Manuel Valls au moment où il a mené ces discussions. Car l'accord de Bougival a une vertu majeure. C'est la première fois depuis le 3e référendum que les parties calédoniennes se reparlent. Et c'est la première fois depuis le 3e référendum qu'un accord entre Calédoniens émerge. Voyons-le donc pour ce qu'il est, c'est-à-dire un point de départ et un bon point de départ. S'il est manqué, alors tout l'engagement des parties calédoniennes et de l'État serait balayé. Si ce projet de loi constitutionnelle était rejeté, ce serait la première fois que le Parlement refuserait d'accompagner, de sécuriser et d'être le notaire d'un accord conclu entre les parties calédoniennes au motif qu'il ne serait pas suffisamment abouti. Certes, beaucoup trouvent à y redire, y compris dans cet hémicycle, peut-être y compris moi-même, mais je le garde pour moi. Mais il ne faut jamais minimiser les efforts et les risques consentis pour faire exister le compromis. Prendre le risque du dialogue plutôt que des postures antagonistes. Accepter les innovations indispensables au renouvellement politique. Ce serait une faute. S'il n'y a plus l'accord de Bougival, que restera-t-il ? C'est une des questions à laquelle les débats parlementaires devront répondre. Le statu quo n'est pas une option viable. Il n'est pas un choix politique, mais davantage un renoncement aux idéaux républicains, au progrès social, au développement économique et à la construction renouvelée de la paix sur le territoire. Il ne s'agit pas de dire que le Parlement ne peut pas améliorer ce texte. C'est même tout le contraire. Je veux d'ailleurs saluer l'implication de la rapporteure, la sénatrice Agnès Canayer, qui proposera dans les temps qui viendront des amendements pour sécuriser et accompagner justement la navette parlementaire, et je la remercie sincèrement. Il s'agit de dire que nous sommes responsables d'écouter avec respect et humilité, pour reprendre cette très jolie formule, mais également de consolider ces accords, discutés, travaillés par les Calédoniens. Le Parlement est dans son rôle lorsqu'il se tient aux côtés du débat, du compromis, du dialogue, de l'échange. Et que de ceci naissent des solutions sui generis, parfois surprenantes, mais robustes. C'est au fond cela aussi l'histoire de ce dossier. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, le rôle du gouvernement est clair, permettre un chemin de sortie politique durable, fidèle aux engagements pris et respectueux de toutes les sensibilités. Le moment que nous vivons impose une ligne de crête difficile et exigeante, nous le savons. Et pour conclure, je le dis clairement, le passage en force serait une faute. Il raviverait les fractures et délégitimerait toute solution. Mais je le dis avec la même force, et c'est là notre problème, l'immobilisme serait tout aussi dangereux. Il prolongerait l'incertitude institutionnelle, fragiliserait l'économie et laisserait s'installer le doute sur la parole durable de l'État. Mais nous ne choisirons ni la brutalité, ni l'attentisme. Le chemin est étroit, mais il existe. En Nouvelle-Calédonie, chaque hésitation se paie en instabilité, chaque imprécision nourrit la défiance. Avancer dans ces débats parlementaires, ce n'est pas contraindre. Avancer et débattre, ce n'est pas temporiser. Avancer et débattre, c'est tenir nos engagements, créer les conditions d'un vote incontestable et garantir que la République respecte sa parole. Je veux d'ailleurs remercier les 2 présidents de Chambre pour leur engagement constant et leur rapport au dialogue entre Calédoniens. Il est évident que les solutions peuvent se trouver au Parlement, y compris dans les prochaines étapes, y compris pour la loi organique. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président du Sénat,
Permettez-moi de saluer la manière dont vous le faites dans ce dossier, non seulement avec votre esprit, mais aussi, je le sais, avec votre cœur. La ministre des Outre-mer se tiendra à votre disposition pour faire émerger des majorités indispensables entre les deux chambres pour l'avenir du Caillou. Je vous remercie. Chacun se souvient que l'examen du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral au Sénat puis à l'Assemblée nationale a constitué le point de bascule de la crise du 13 mai 2024. Nombre d'entre nous avaient pourtant alerté sur la nécessité d'apaiser les tensions et d'éviter tout passage en force. Ne répétons pas les erreurs du passé. La Kanaky Nouvelle-Calédonie a payé cher l'entêtement du gouvernement. Notre engagement à l'issue de la CMP était pourtant clair et constituait une porte de sortie pour le gouvernement. Poursuivre les discussions en vue d'un accord consensuel. Aujourd'hui, le gouvernement nous oblige à voter en l'espace d'un mois sur un prétendu accord non consensuel qui scellera définitivement l'avenir de ce pays, lequel ne promet rien d'autre que l'instabilité. Tous les signaux sont désormais au rouge concernant cet accord. Le président de la province Nord, Paul Néautine, que vous connaissez très bien, le mentionne clairement dans sa tribune, publiée hier dans Le Monde. Cet accord rompt avec l'accord de Nouméa et sans consensus, l'État court à la chute. Cet accord de Bougival, Élysée ou Dino ne constitue en rien une continuité de l'accord de Nouméa. Il ne constitue en rien l'achèvement du processus de décolonisation. D'autant plus qu'il est mentionné dans cet accord que les dispositions de Nouméa, qui ne sont pas contraires au présent accord, demeurent en vigueur. En clair, Bougival contraint le peuple kanak à renoncer à sa souveraineté et lui ferme toute perspective d'indépendance. J'ai entendu à plusieurs reprises, Madame la ministre, nous vendre ce projet d'un État de la Nouvelle-Calédonie, d'une double nationalité, de la possibilité de transférer les compétences régaliennes, d'une loi fondamentale qui permettra à cet État de s'auto-organiser, d'une reconnaissance renouvelée de l'identité kanak. Merci, Madame la ministre. Mais nous ne sommes pas dupes. Il ne s'agit pas de nous séduire avec des jolis mots. Ceux-ci ont un sens. Par respect pour le sang qui a coulé sur nos terres, nous devons mesurer avec sérieux les choix que nous faisons pour construire une paix durable et un avenir serein pour nos enfants. La proposition d'État de Nouvelle-Calédonie, dotée d'une nationalité propre et susceptible d'être reconnue par la communauté internationale, reste symbolique. En droit international, un État souverain ne peut exister à l'intérieur d'un autre. Il s'agit d'un modèle d'autonomie interne, non d'une décolonisation externe. D'autant plus que la nationalité calédonienne n'aura d'existence qu'à condition d'être attachée à la nationalité française. Concernant les compétences régaliennes, le transfert devient théoriquement possible, mais soumis à un triple verrou. Une majorité qualifiée de 64%, 36 sur 56 sièges, l'accord discrétionnaire de l'État et le référendum qui rend l'accès à la souveraineté pratiquement impossible. L'accord Élysée-Oudinot ajoute même, comme une vengeance symbolique à l'égard de l'accord de Nouméa, qui utilisait la même formulation en cas de rejet des 3 référendums, que si toutes les compétences régaliennes venaient à être transférées, cela ne constituerait pas l'indépendance. Les partenaires se réuniraient alors pour en tirer les conséquences. Il s'agit d'un statut pérenne, sinon définitif, dans la France. S'agissant du dispositif institutionnel, reposant sur 3 niveaux, une inscription constitutionnelle, une loi organique rédigée par l'État et la loi fondamentale propre à la Nouvelle-Calédonie, adoptée par son Congrès à la majorité des 3/5, dotant le pays d'une capacité d'auto-organisation, cette loi fondamentale demeure subordonnée à la Constitution et à la loi organique. La marge réelle d'auto-organisation demeure donc limitée. L'engagement de l'État à ne pas trop légiférer pour préserver la capacité d'auto-organisation du pays est non sanctionné et il ne fixe aucune limite concrète. L'autonomie dépend entièrement de la volonté du Parlement français dans la loi organique. Sur l'identité kanak, Monsieur le Premier ministre, au point 4 du préambule de l'accord de Nouméa, la trajectoire était clairement définie et constituée en 1998 un engagement fort entre l'État français, le RPCR et le FLNKS.
la pleine reconnaissance de l'identité kanak, préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie et par un partage de souveraineté avec la France sur la voie de la pleine souveraineté. La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie. Aujourd'hui, ce projet de loi constitutionnelle bouleverse les équilibres juridiques auxquels l'accord de Nouméa nous avait habitués. Parmi elles, la reprise en main par l'État du statut civil coutumier. L'État pourra enfin réaliser son souhait constant de restreindre le champ d'application de la coutume en la subordonnant comme partout ailleurs aux principes généraux du droit français. Il pourra également immatriculer tous les Kanaks au répertoire national d'immatriculation des personnes physiques, ce qui est perçu par les indépendantistes comme une réintégration implicite dans la nationalité française, une nouvelle étape dans l'assimilation. Le peuple kanak n'est plus qu'une composante du peuple calédonien, et c'est à ce peuple qu'est dévolu le droit d'autodétermination au sein de la République. Il s'agit d'une réorientation politique profonde qui inverse complètement la logique de l'accord de Nouméa et ne constitue en aucun cas une décolonisation conforme aux résolutions de l'ONU. Monsieur le Premier ministre, sous prétexte d'attractivité économique et d'autonomie provinciale, vous optez en réalité pour une partition de la Nouvelle-Calédonie. À travers votre projet d'hyperprovincialisation, les principaux leviers économiques seraient confiés à la province sud, qui capterait l'essentiel des recettes fiscales et pourrait lever les impôts ou accorder des exonérations. Cette évolution ferait peser un risque de déséquilibre démographique lié à la partition et à l'ouverture du corps électoral aux nouveaux arrivants français. Monsieur le Premier ministre, le pays traverse une grave crise économique qui pourrait s'aggraver si l'impasse politique persiste. Les précédents accords n'ont pas été négociés sur fond de crise économique et tous les parlementaires s'accordent sur ce point. Il est nécessaire de dissocier le volet institutionnel de la crise économique, comme l'a rappelé Mme la ministre Mouchou. Lors de son audition, les engagements financiers de l'État avaient été pris avant même le lancement des discussions à l'Élysée-Oudinot. Il ne faut pas aujourd'hui nous faire pression en prétendant que nous devons nous aligner sur un accord au risque de perdre ses financements. L'État porte une part importante de responsabilité dans cette crise. Mes chers collègues, il n'existe aujourd'hui aucun accord. Vous l'avez constaté. Il y a encore moins de signatures à l'Élysée-Oudinot qu'à Bougival. Et les récentes déclarations démontrent bien l'issue de ce texte fragile qui risque d'accentuer encore plus les tensions en Kanaki. Plutôt que de faire perdre du temps aux Calédoniens, je propose d'organiser au plus vite les élections provinciales afin qu'une nouvelle légitimité puisse engager les discussions sereines. Des propositions intéressantes ont pourtant émergé entre février et juillet 2024, comme celle de Deva. Ne nous dites donc pas que la porte reste ouverte si la seule perspective ouverte demeure Bougival. Je comprends que derrière ce projet, l'État cherche à remplacer l'accord de Nouméa par un texte plus vague, à reprendre le contrôle de l'évolution de la Kanaki par la loi organique et à terme à écarter toute perspective d'indépendance. Le texte installe durablement un rapport de force défavorable au peuple kanak, dépendant du bon vouloir de l'État dans l'écriture de la loi organique pour l'exercice de ses droits et dépourvu de garanties internationales. Il nous faut revenir à une négociation fondée sur les principes de l'accord de Nouméa, seule base permettant une paix inclusive et durable. Monsieur le Premier ministre, un démocrate républicain ne négocie pas avec la loi, ne contourne pas la Constitution. Un démocrate républicain ne choisit pas un quatrième report, car en démocratie, les élections se tiennent à l'heure. Chers collègues, pour toutes ces raisons, je vous demande de voter cette motion de rejet. Lorsqu'au début de l'année 2025, le ministre d'État Manuel Valls avait renoué avec les méthodes du dialogue, de l'impartialité de l'État et de la recherche du consensus hérité de Michel Rocard et de Lionel Jospin, nous avions espéré qu'un accord entre toutes les parties prenantes se profilerait enfin afin de stabiliser l'avenir institutionnel du territoire. En mai 2025, un premier projet d'accord était mis sur la table à Deva. Il a été rejeté en bloc par les loyalistes et le Rassemblement, conforté par le président de la République lui-même. Le 12 juillet 2025, un nouveau projet d'accord était trouvé à Bougival par toutes les parties prenantes au départ, avant le retrait du FLNKS. Rapidement, nous avions salué l'accord car nous considérions que Bougival était original. Il changeait le paradigme. La question
De la question à la pleine souveraineté n'avait plus pour réponse oui ou non, mais quand et comment. Ce texte contient de véritables avancées institutionnelles nécessaires après la fin du processus de l'accord de Nouméa pour engager le dernier volet du processus de décolonisation et assurer l'accession à un statut de droit international. Pourtant, nous avions aussi constaté que Bougival nécessitait des modifications qui étaient notamment demandées par l'UNI avec le soutien de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien. Nous avons alors été très clairs à l'automne dernier. Bougival était une base qu'il fallait clarifier et amender. Avec nos collègues socialistes de l'Assemblée nationale, nous avons modifié l'intitulé de la proposition de loi organique pour reporter une troisième fois les élections provinciales en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Madame la ministre, vous aviez alors pris des engagements devant la représentation nationale, tout faire pour que toutes les parties prenantes reviennent autour de la table afin de trouver le consensus nécessaire. Pourtant, vous avez fait tout le contraire. Il y a d'abord eu cette volonté d'organiser une consultation anticipée des Néo-Calédoniens sur Bougival, consultation heureusement vite passée à la trappe. Ensuite, si le refus du FLNKS de participer aux discussions Élysée-Oudinot était incontestablement une erreur, la manière dont ces discussions ont été convoquées et organisées ont rendu impossible l'élargissement du consensus. Ce qui ressort de ces discussions à Élysée-Oudinot comporte quelques avancées symboliques avec l'affirmation de l'identité kanak comme fondement du projet politique calédonien. Mais beaucoup d'éléments ont dénaturé les principes essentiels de Bougival et c'est ce qui justifie nos amendements. Aussi, l'objet même de ce projet de loi constitutionnelle traduisant Bougival puis Élysée-Oudinot nous pose problème. D'autant plus que le calendrier proposé nous contraint à nous prononcer sans connaître le contenu du projet de loi organique qui reste à écrire avec les parties prenantes calédoniennes. Parmi les points problématiques, le premier est le 4e report des élections provinciales jusqu'au 31 décembre 2026. D'abord, cela est contraire à une décision du Conseil constitutionnel de septembre 2025 qui considérait que toute prorogation au-delà de 28 juin 2026 serait contraire à la Constitution. Et bonjour Georges Naturel. Le Sénat a donc ouvert les débats autour d'une réforme constitutionnelle du statut de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron demande au Parlement notamment d'apposer la mention État de Nouvelle-Calédonie dans la Constitution. Le Sénat a donc dit oui. Est-ce que vous vous en félicitez ? Alors écoutez, c'est une démarche, il y a eu un accord, donc c'est une démarche qui est normale, cette réforme constitutionnelle. Après, le vrai sujet important pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que rien ne se fait en Nouvelle-Calédonie s'il n'y a pas de consensus. Aujourd'hui, on sait très bien que les partis indépendantistes, que ce soit le FLNKS ou même une certaine partie du Palika Uni, ne sont pas d'accord avec cette réforme. Donc il faut peut-être qu'on continue à discuter pour avoir un consensus au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier a été validé. Le projet a été validé au Sénat, on l'a vu hier soir. Maintenant, il va suivre son parcours à l'Assemblée nationale et ensuite éventuellement au Congrès de Versailles. On verra ce qui se passera par la suite. Alors concrètement, cette réforme prévoit plusieurs choses. Qu'est-ce qui va changer dans les relations entre la France et le futur État de Nouvelle-Calédonie, concrètement ? Effectivement, c'est une évolution. Alors, on a vécu déjà 2 accords, l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, qui était un vrai projet de société consensuel. Alors, il faut qu'on continue dans cette logique-là. Je ne suis pas sûr que l'accord de Bougival il soit vraiment connecté avec la continuité de l'accord de Nouméa. C'est tout le débat qu'on a en ce moment. Et je pense qu'il faut arriver à trouver un vrai consensus en Nouvelle-Calédonie avant d'engager cette réforme constitutionnelle. Parce que ça va de l'avenir des Calédoniens, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et en Calédonie, rien ne se fait sans un consensus. La réforme prévoit notamment la création d'une nationalité nouvelle-calédonienne. Ça veut dire qu'il y aura ces 2 nationalités, et française et nouvelle-calédonienne. Ça vous va ? Alors, c'est ce qui a été validé dans l'accord de Bougival. Et de toute façon, c'est ce qui est inscrit dans le projet de réforme constitutionnelle. Mais un élément important qui est, j'allais dire, le cœur nucléaire du système, c'est la loi organique. Aujourd'hui, et je l'ai dit hier, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de la réforme de la loi organique. Et c'est à ce moment-là qu'on définira de manière plus précise les relations entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Et après, il faudra effectivement mettre en œuvre toutes ces organisations, la création de l'État, la place des collectivités. Je regrette que les communes ne soient pas effectivement inscrites dans cette réforme constitutionnelle parce que c'est une collectivité très importante de proximité et elle doit avoir sa place dans cette organisation. En 10 secondes, comment remettre les indépendantistes à la table des négociations ? Alors ça, c'est un élément important. Je pense qu'il faut respecter les uns et les autres
Je veux dire, on a tous des idées précises, mais on se doit, et ça fait partie de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'aujourd'hui, un sujet qui prime, c'est la peur. Qu'on soit du côté indépendantiste ou du côté non indépendantiste. Il faut arrêter d'avoir peur d'un avenir de la Nouvelle-Calédonie, un pays extraordinaire. Et je pense qu'avec une population qui souhaite qu'une chose, c'est de construire un avenir ensemble. Et on suivra ça bien évidemment avec attention sur Public Sénat. Merci, merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Comment en est-on arrivé là depuis le mois de décembre? Le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver fait face à de très fortes secousses. Son président était auditionné cette semaine au Sénat. Edgar Gros-Piron envisage-t-il de démissionner? Non. Écoutez sa réponse et on en reparle juste après. Quand vous me questionnez sur la question des démissions, à savoir est-ce que c'était un désaccord, est-ce que d'où viennent, finalement, quelle est l'origine du départ du directeur général ou du départ des différents directeurs qui nous ont quittés, directrice des opérations en décembre, directeur de la communication en janvier. Je ne vais pas parler du président du comité des rémunérations, parce que ce n'est pas un salarié du COJOP, c'est un choix qu'il a fait et qui s'explique aussi. Mais n'étant pas un salarié du COJOP, je pense que d'ailleurs pour l'ensemble de ces démissions, on peut s'en tenir aux communiqués de presse qui ont été formulés, qui sont sortis à la suite de ces démissions. Ce sont, de mon point de vue, des problèmes qui, au départ, sont des problèmes organisationnels. La manière dont cette organisation s'est mise en place était une organisation qui, arrivé au mois de novembre, décembre, c'était une organisation en râteau où un directeur général avait 12 directions en direct et où le management de ces 12 directions était assez compliqué parce que ça nécessite de passer quand même beaucoup de temps avec chacun. Et quand on n'a pas le temps de passer avec chaque directeur, on ne va pas forcément au fond des sujets. Et un travail un peu en silo faisait que l'organisation manquait de robustesse et les gens avaient tendance à soit rester vraiment dans leur couloir sans créer ou sans travailler de manière collective. Et donc ça peut expliquer certaines démissions ou des gens qui n'étaient pas au rendez-vous des exigences qui étaient celles demandées par le directeur général et qui faisaient que on a décidé de se séparer. Donc il y a eu les raisons pour lesquelles les démissions sont intervenues sont différentes en fonction des personnes. Vous m'interrogez sur le budget sur le budget et sur la carte des sites. Effectivement, le budget de 1,132 milliards, qui est un budget pluriannuel qui a été voté, comprend les évolutions de la carte des sites. Et donc, vous nous dites qu'il peut y avoir un distinguo entre l'un et l'autre. La finalisation de la carte des sites ne viendra pas rajouter un budget supplémentaire à notre budget qui a été évalué à 2,132 millions. Vous me demandez sur l'état d'avancement des villages olympiques. C'est une question qu'il faudrait poser soit à monsieur le délégué interministériel, soit plutôt à la Solidéo, parce que il y a pour chacun des villages des procédures qui sont en cours, mais qui sont différentes les unes par rapport aux autres. Concernant la consultation et la concertation des citoyens, donc comme je vous le disais, les premières consultations ont été menées plutôt au niveau institutionnel. Et à partir de la fin avril, on va démarrer conjointement d'ailleurs avec la Solidéo des consultations auprès des citoyens. Donc on va effectivement commencer à rentrer un peu plus en contact avec les citoyens. C'est important pour nous de le faire parce que ce projet nécessite
d'être expliqué. Et quand on le fait, parce qu'on ne va pas attendre fin avril, on a déjà fait des actions en ce sens-là, quand on le fait, c'est vraiment de nature à rassurer et à engager les citoyens derrière notre projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui pour nous est très important. Euh, Monsieur le sénateur Kern, vous me parliez de la crise de gouvernance, les retards, les surcoûts que ça pouvait engendrer, la crédibilité internationale, la concentration des pouvoirs. Cette crise de gouvernance euh, euh, n'ont pas de conséquences sur la livraison des jeux. La situation actuelle que l'on traverse, elle résulte plutôt d'un ajustement qui justement permet de livrer les jeux dans les meilleures conditions. Je pense que si nous n'avions pas pris de décision euh, euh, responsables, si nous avions plutôt essayer de cacher les problèmes auxquels on est confronté, que là, nous pourrions effectivement mettre un peu plus de tension sur notre organisation à terme. Et donc, on a vraiment plutôt, dès qu'on a identifié les difficultés, cherché à les résoudre. On s'est aperçu que ce n'était pas si simple de les résoudre. Et donc, il a fallu que je prenne des décisions et qu'ensuite, nous mettions en place des processus pour renforcer et rendre beaucoup plus robuste notre organisation. Il faut savoir qu'on est dans un moment un peu particulier, c'est-à-dire que pour moi, on est à un moment charnière. Un moment charnière, c'est-à-dire à l'issue des Jeux de Milan-Cortina, des Jeux paralympiques de Milan-Cortina, on aura fait une bonne année, le COJOP aura eu une bonne année d'existence. Et cette année d'existence, effectivement, l'objectif, il y a un an, quand j'ai pris mes responsabilités, c'était de rattraper les 2 ans de retard qu'on n'avait pas eu pour pouvoir arriver au point de passage à 4 ans de l'organisation de nos Jeux. Un point de passage en termes d'organisation, en termes de ressources humaines, en termes de structuration de notre gouvernance, de nos comités, tous les sujets qu'a rappelé monsieur le délégué interministériel, eh bien qu'on soit bien aligné au point de passage. Pourquoi c'est important? Parce que cette première année de structuration de notre organisation est essentielle pour rentrer dans la deuxième phase, qui est une phase de planification stratégique. Cette deuxième phase de planification stratégique doit nous emmener jusqu'aux Jeux de Los Angeles 2028. Et c'est là que l'on va effectivement, grâce à une organisation robuste, pouvoir à la fois accueillir l'ensemble des exigences qui sont formulées par les fédérations internationales, le CIO évidemment, et les comités olympiques nationaux qui viendront pendant les Jeux exercer. Alors pour les comités internationaux, pour les comités nationaux olympiques, ils viendront avec leur délégation et ils veulent savoir s'ils mettent par exemple leurs athlètes au village olympique ou s'ils mettent plutôt leurs athlètes dans des hôtels plus proches des sites. Ça fait partie des discussions qu'il y aura avec les comités nationaux olympiques. Quel est le traitement attendu par les comités nationaux olympiques. Et puis, pour ce qui concerne les fédérations internationales, vous parliez de la FIS, qui effectivement avait dit que tout sur le même site, c'est mieux. Maintenant, est-ce possible de façon opérationnelle? C'est autre chose, mais c'est vraiment ça. Ce sont ça les sujets que nous devons adresser dans cette phase de planification stratégique pendant 2 ans, c'est-à-dire quel visage réel aura nos Jeux, comment ils vont réellement s'organiser en concertation, en coopération étroite avec nos parties prenantes, CIO, Fédération internationale, CNO, et puis comment on va accueillir et traiter l'ensemble de ces exigences, de ces demandes, site par site, cluster par cluster. On a 4 grands clusters, et donc cluster par cluster, comment est-ce qu'on va pouvoir être organisé dans chaque cluster pour pouvoir répondre à ça. Et cette phase-là, elle est critique parce qu'il va y avoir, maintenant qu'on a récupéré le drapeau olympique, eh bien, là, les demandes et les exigences vont se porter sur nous. Et donc, il faut être en capacité d'accueillir tout ça. Accueillir tout ça au sein du siège, du COJOP, accueillir tout ça également sur les territoires. Et donc, notre organisation n'était pas dotée à la fois de la structure, l'organigramme et des équipes capables de le faire. Et c'est pour ça qu'on est en train d'accélérer
là-dessus, la mission d'Étienne Thobois doit nous permettre de nous mettre en ordre de bataille pour rentrer et assurer cette phase de planification stratégique. Vous me demandiez sur les retards, eh bien, je dirais qu'on a pris effectivement 1 mois et demi à 2 mois de retard sur la partie organisation. Notre organisation liée au fait, justement, des turbulences que l'on a eues récemment. C'est une alerte, moi, que j'avais formulée début décembre. Et donc, on arrive aujourd'hui à une situation où, effectivement, les décisions ont été prises et les process pour restructurer notre organisation sont en route. Pour ce qui concerne la carte des sites, on a effectivement là aussi un peu de retard puisque la finalisation de la carte des sites sera complètement validée, parce qu'il y a des processus de validation qui sont en cours, mais complètement validée par le CIO à la session qui aura lieu fin juin 2026. Ce qui veut dire qu'on a pris à peu près 4 mois de retard sur la finalisation de la carte des sites, mais 4 mois de retard sur 15% de la carte des sites. On n'est pas sur l'ensemble de notre carte des sites. 85% de notre carte des sites, on la connaît et on travaille dessus. Les 15% qui nous restent concernent le ski alpin, la répartition des épreuves de ski alpin entre Courchevel et Val d'Isère, concerne l'ovale de vitesse, le site d'ovale de vitesse qui est en cours d'instruction entre l'Italie et les Pays-Bas, les épreuves paralympiques qui, elles, recherchent à les réunir sur un seul site en Savoie, et tout ça est à l'étude. Et enfin, les sports additionnels qui sont non pas une obligation, mais une possibilité que nous avons d'ajouter 4 sports additionnels à notre programme qui doivent correspondre à la vision qui est la nôtre et à un encadrement de notre budget qui est le nôtre. Donc, on est effectivement sur ces 4 grands sujets-là, on a pris un peu de retard. Vous me demandiez, monsieur le sénateur Savin, sur l'emblème, les logos, l'identité visuelle, si là aussi on avait pris du retard parce qu'effectivement, il y avait eu une volonté de pouvoir révéler l'ensemble de ces sujets à l'occasion des Jeux de Milan-Cortina. Je vous rassure, nous avons aujourd'hui un emblème et une vision, un emblème et une identité visuelle. On est en train de passer les procédures de validation. Le CIO les a validées. Mais elles sont encore tenues secrètes vis-à-vis de nos parties prenantes, parce qu'on souhaite en faire une révélation dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, de manière à ce que… Mais tout ça ne peut se faire qu'après, la validation, les validations juridiques. Parce que si on a un emblème qui ressemble à l'emblème au logo d'une entreprise, il faut qu'on soit bien d'accord avec cette entreprise qu'on va pouvoir l'utiliser sans être attaqué, par exemple. Donc, on a des validations juridiques qui sont en cours concernant notre emblème. Mais on a le travail, quand je parle du travail de nos équipes ont travaillé sur ces sujets, comme elles ont travaillé sur les sujets de la carte des sites, les 4 sujets dont je vous parle. Donc, on est vraiment… on avance, tous les sujets avancent, en dépit des difficultés de gouvernance qu'on a connues. Mais les sujets avancent, donc je voulais vous rassurer là-dessus. Entre ce qui avance, ce qui est validé, ce qui est signé et ce qui est annoncé, parfois, effectivement, on a quelques délais. Ce que je voulais vous dire, c'est que les retards qu'on a pris sur ces sujets-là n'empêchent absolument pas la livraison des Jeux, puisque les décisions sont prises et des processus de correction sont mis en œuvre. Vous me demandiez, monsieur le député Savin, sur… alors non, je vais rester sur les questions du député Kern sur… sénateur, pardon, excusez-moi. Sur la Fédération internationale de ski. Comme je vous le disais, effectivement, c'est un avis qui a été formulé par son président.
évidemment, du point de vue opérationnel, c'est toujours plus intéressant d'avoir l'ensemble des épreuves sur un même site. Je pense qu'il s'exprimait aussi vis-à-vis des Jeux de Milan-Cortina, où on pouvait avoir 6 heures de route entre les épreuves masculines qui avaient lieu à Bormio et les épreuves féminines qui avaient lieu à Cortina, et que ça, en termes organisationnels, opérationnels pour la Fédération internationale du ski, ça pose des problèmes et ça nécessite des ressources supplémentaires. Il sait très bien qu'entre Courchevel et Val d'Isère, on a 1h15, 1h20 de route et que ça pose beaucoup moins de problèmes, et donc c'est beaucoup plus acceptable. À Courchevel, il faut savoir qu'on a également les tremplins de saut et on a une concentration là d'épreuves au même endroit qui peuvent mettre en tension notre organisation. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que d'abord avoir Val d'Isère dans le dispositif, c'est quand même une chance pour nous et pour les Jeux, parce que c'est une station de renommée internationale, parce que c'est également une station qui organise des Coupes du Monde et des Championnats du Monde, qui a vu aussi l'organisation des Jeux Olympiques en 92. C'est une station qui compte, et elle compte aussi pour l'avenir du ski français. Pour la Fédération française de ski, c'est une station extrêmement importante sur laquelle les équipes de France peuvent s'appuyer pour s'entraîner notamment, et puis pour continuer de participer à des Coupes du Monde en France. Donc, il y a un sujet aussi d'héritage pour le ski français. Et donc, un sujet opérationnel pour nous, un sujet d'héritage pour le ski français, un sujet de renommée et de réputation également pour le projet Alpes 2030. Donc, les propos de Johan Eliash ne sont pas de nature à remettre en question, ça c'est juste une alerte et un choix d'un président, mais qui, nous travaillons avec lui. Il a un peu fait évoluer son avis quand je l'ai rencontré à Milan la semaine dernière. Et effectivement, c'est des décisions qui vont être prises, validées en tout cas prochainement. Vous me posiez la question également sur le sport adapté durant les Jeux paralympiques. C'est un sujet qui n'est pas dans nos mains aujourd'hui, mais dans les mains de l'IPC, donc l'association internationale des Jeux des Paralympiques. Et donc, c'est cette organisation qui, effectivement, nous demandera si on souhaite, mais pour l'instant, elle n'a rien formulé. Donc, on attend de savoir. Je vais répondre sur les turbulences liées au comité des rémunérations. Effectivement, la mission d'inspection, mais peut-être que Pierre-Antoine Molina pourra vous répondre encore plus précisément, puisque c'est une commission d'inspection, une inspection qui a été lancée par l'État, mais suite à la démission du président du comité des rémunérations, un courrier avait été partagé avec la presse, mettant en lumière tout un tas de sujets qui finalement ont initié cette inspection qui est en cours et qui portera et qui apportera des réponses à l'ensemble de ces questions. Vous me demandiez le coût au sujet de la démission du directeur général. Il y a une clause de confidentialité extrêmement stricte qui ne me permet pas de révéler le contenu de la démission, des conditions de la démission du directeur général. Vous ne nous avez pas totalement convaincus, je dois être honnête, sur la réorganisation interne. Deux questions précises. Dans l'organigramme actuel, je crois qu'il y a 10 directeurs et 5 membres de votre cabinet pour une structure qui emploie à ce jour 80 personnes. On a souvent entendu dire qu'il y avait une double direction entre le cabinet et la direction générale. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que vous envisagez de réduire le nombre de membres dans votre cabinet? Deuxième question, il y a eu un certain nombre de commentaires sur le fait qu'il y avait une confusion des rôles entre le président du COJOP et le directeur général du COJOP. Est-ce que vous pourriez nous dire, après quelques mois maintenant d'exercice de la fonction, si dans votre esprit c'est clair, que fait le président du COJOP, que fait le directeur général et qui a autorité sur les directions? Oui, merci beaucoup de me permettre de répondre à ces questions.
Et du coup, peut-être de repartir de la question du sénateur, Savin, à savoir quelles étaient les leçons que j'avais pu tirer de mes précédentes, expériences, olympiques, expériences de management et expériences Annecy 2018. Hem, Si je repars d'Annecy 2018, j'avais à peu près, 80, donc j'étais le directeur général, j'avais à peu près 80 personnes. Et c'était une phase de candidature, ce qui est très différent d'une phase d'organisation. Une phase de candidature doit à la fois permettre de structurer un projet dans ses moindres détails, un projet d'organisation de Jeux Olympiques dans ses moindres détails. On avait 2 ans et demi à l'époque pour le faire. Et puis ensuite, la phase d'organisation, c'est la délivraison, c'est la livraison, donc la délivrance de ce projet-là, conformément à ce qui a été conçu en phase de candidature. La phase de candidature est plutôt, on va dire, un concours de beauté, alors que la phase de livraison, elle, est plutôt un exercice pragmatique. euh, et, euh, et, et donc, assez différent quand même, mais néanmoins très complémentaire. Et c'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui assez différente puisque la phase de candidature n'a pas eu autant de temps pour faire maturer le projet. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a encore quelques sujets en suspens. Euh, Parliez de mes expériences olympiques. Il faut savoir qu'à la suite de cette candidature, le CIO m'a appointé, m'a demandé d'être membre de la commission de coordination de ces Jeux de 2018 justement. Et donc j'allais avec le CIO 2 fois par an minimum en Corée, qui avait été donc le récipiendaire de ces Jeux. Et s'il y a une leçon que je tire de ces Jeux en Corée, c'est que la phase de candidature, en phase de candidature, la Corée avait une vision qui était extrêmement séduisante, qui était de faire en sorte que Pyeongchang soit la nouvelle destination de sport d'hiver en Asie. Dans un rayon d'1 heure à 1 heure et demie autour de Pyeongchang, il y avait un bassin d'1 milliard de personnes. Et donc, Pyeongchang se dotait pour ambition d'organiser, de se structurer, de créer des infrastructures aéroportuaires, et donc, voilà, en vue de réaliser cette vision. Et dans la réalisation même de ces jeux, cette vision, en fait, c'est complètement délitée. Et aujourd'hui, c'est une destination sport d'hiver pour la Corée du Sud, mais absolument pas pour un bassin d'1 milliard de personnes. Et ça, c'est une leçon enfin, que je retire parce qu'elle est extrêmement importante et elle doit nous inspirer, elle doit nous permettre, nous qui avons une vision séduisante aussi de ces jeux, de jamais lâcher avec cette exigence-là pour faire en sorte que l'héritage dont on va pouvoir bénéficier de ces jeux soit utile à nos enfants, aux générations futures, de sorte à ce qu'on puisse continuer à vivre conformément aux appétits que nos populations ont d'avoir une économie dynamique et en même temps un environnement protégé. C'est un peu ça le sens de la vision que nous portons. Et donc, négocier avec cette vision-là serait pour moi euh, euh, dénaturer l'héritage que l'on laissera ensuite. Voilà, si je peux répondre par rapport à ça. Ensuite, vous m'expliquiez qu'effectivement, j'avais 5 personnes dans mon cabinet. Le cabinet n'existe plus, il faut quand même que je revienne là-dessus. Le cabinet tel qu'il avait été configuré quand je suis arrivé n'existe plus. C'était quoi le cabinet? C'est en fait quelques personnes que j'ai recrutées pour me permettre de lancer le COJOP il y a un an. Euh, en arrivant, j'ai effectivement sollicité un collaborateur pour pouvoir m'aider alors d'abord aller déposer les statuts en préfecture et puis ensuite aller ouvrir les comptes en banque, etc. et mettre en place toutes les premières procédures. Il a fallu effectivement que je m'entoure de ressources pour ça et également pour créer les relations que je devais développer avec les territoires et également avec la Solidéo. Donc, ce cabinet, depuis le mois de juillet, a été
reconfiguré en une direction exécutive. Et j'ai gardé effectivement certains collaborateurs et d'autres soit sont partis dans des directions, soit nous ont quittés. Ensuite, vous me parliez de la confusion des rôles entre le président et le DG. Pour moi, je me suis toujours tenu à nos statuts. On a des statuts qui déterminent le rôle du président, qui est un président exécutif, et le rôle du DG, qui est lui là pour manager les équipes. Donc, je vais revenir aussi sur l'expérience managériale. Dans le cadre du projet qui est le nôtre aujourd'hui, la compétence managériale, c'est lui le DG, c'est lui qui anime ses équipes, ce qui n'a jamais empêché le président que je suis, qui est un président exécutif, d'aller en pointe sur certains sujets, comme je peux l'être aujourd'hui sur des aspects de partenariat, ou comme j'ai pu l'être à un moment donné sur les sujets comme la réintégration de Val d'Isère. Sachez bien une chose, parce que j'avais lu aussi comme vous certaines critiques qui considéraient que j'en faisais qu'à ma tête ou je prenais des décisions comme ça dans mon coin. Aucune des décisions on peut mettre en œuvre n'a été partagée et prise collégialement avec le bureau exécutif. Toutes ces décisions-là ensuite appartiennent au COJOP, président et DG, pour faire en sorte de les mettre en œuvre. D'accord? Donc, pour moi, tout ça est bien clair. Il n'y a pas de confusion des rôles entre le président et le DG, contrairement à ce qui a pu être dit par des personnes extérieures à notre organisation COJOP. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. La France a donc reçu le drapeau olympique, c'était dimanche dernier, et il a été présenté lundi à Albertville, et tout ça se fait dans un contexte d'extrême tension. Le COJOP va mal, je vous cite un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines: départ de la directrice des opérations, départ du directeur de la communication, départ du président du comité des rémunérations, et cette semaine, départ du directeur général Cyril Linette. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur du COJOP. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où nous avons entre les mains le drapeau olympique, reçu à Vérone et présenté à Albertville, le compte à rebours a commencé. Et c'est une compétition de très haut niveau. D'ailleurs, les Italiens nous ont montré en exemple ce que pouvaient être de beaux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Et donc, il y a maintenant urgence à remettre de l'ordre dans la maison pour qu'on puisse organiser dans nos deux grandes régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, la meilleure compétition qui soit. Edgar Gros-Piron a été auditionné cette semaine au Sénat. Est-ce qu'il peut encore rester à la tête du comité? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il faut tout réorganiser, tout remettre à plat pour remettre de l'ordre? Comme vous dites, quelle est votre solution pour que ces JO se déroulent de manière apaisée? De deux choses l'une. Soit Edgar Gros-Piron arrive à reprendre la main et à faire en sorte que maintenant, on se mette au travail et qu'on arrête ces polémiques et ces difficultés de ressources humaines qui sont quand même significatives, et dans ce cas-là, il peut rester et on se met au boulot, ou il n'y arrive pas, et dans ce cas-là, la question de sa présence à la tête du comité d'organisation se posera. Mais on en est là, et il y a maintenant urgence, et si vous voulez, pour l'image du sport français, ça commence à bien faire, parce que c'est dans un contexte plus général aussi de gouvernance ou de mauvaise gouvernance du sport, donc on a besoin de sérieux, de travail, et donc c'est ce à quoi le Sénat et le Parlement tout entier appellent Edgar Gros-Piron pour que maintenant on se mette au travail. Et justement, comment vous expliquez toutes ces tensions? C'est quoi? C'est des tensions dans un contexte très politique, quelques semaines des municipales, sénatoriales, présidentielles, ou c'est quelque chose encore de différent? Je crois que de manière générale, dans la gouvernance du sport en France et dans les organisations internationales, la question de la gouvernance, de l'articulation entre ces compétitions internationales et la politique, sont des choses qui ne sont pas totalement claires. Donc il faut qu'on ait... je ne vais pas vous dire qu'il faut un général comme on en avait mis un pour reconstruire Notre-Dame, mais il faut peut-être une gouvernance plus saine et plus claire sur les valeurs. Vous voulez dire plus centralisée? Non, plus centralisée et plus dirigée vers l'intérêt général et le bien commun. C'est ça le sujet de fond. Les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises, ça ne peut pas être un échec, ça ne peut être qu'une réussite. Et donc, tout doit être orienté vers ça. Donc, les deux présidents de région, là, vous dites que tout le monde ne tire pas dans le même sens, quoi. C'est un peu écoutez, le même. Enfin, je veux dire, on a la démonstration devant nous, puisqu'il y a un problème de ressources humaines considérable, qui est une espèce de feuilleton. Moi, j'ai appelé, vous savez, je suis haut-savoyard, on a une ministre des Sports qui est savoyarde, Marina Ferrari, et dans les discussions que j'ai pu avoir avec elle, c'est vraiment le message essentiel de l'ordre dans la manière dont les choses fonctionnent.
une entreprise ou une collectivité locale ou une association ne supporterait pas de vivre de tels feuilletons ou feuilletonnage. C'est insupportable à mes yeux. Et donc les personnes qui sont membres de ces équipes de direction pour les Jeux Olympiques doivent vraiment avoir en tête qu'elles servent quelque chose qui les dépasse et qui est l'organisation d'une des principales compétitions mondiales. Loïc Hervé, il y a des collectifs de citoyens qui se mobilisent, qui engagent de nombreux recours en justice. Ils disent qu'ils ne sont pas assez consultés sur l'organisation de ces JO. Est-ce que vous craignez que la multiplication de ces recours fasse dérailler ces JO? Ceux qui ne souhaitent pas que la France organise les Jeux Olympiques utiliseront tous les arguments possibles, y compris ceux-là, pour que nous abandonnions notre organisation. Or, aujourd'hui, nous avons le drapeau olympique. Les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver auront lieu dans les Alpes françaises en 2030. Du moins, je le souhaite. Donc, il est urgent que toutes les bonnes volontés, toutes les femmes et hommes de bonne volonté se mettent en ordre de bataille. En ordre de bataille et en bon ordre pour que nous soyons au rendez-vous. 4 ans, c'est très court. On l'a vu avec Milan. On a vu que Milan, le timing était extrêmement serré. Donc, on a besoin d'avoir quelque chose qui se fasse en bon ordre et en bonne marche. Et vous avez, vous, des retours de citoyens qui vous disent, voilà, on attend vraiment ces JO, c'est quelque chose d'important pour la région, pour le département? Vous savez, nous, en Haute-Savoie, on a des épreuves de Coupe du Monde de biathlon, on se rend compte de ce que c'est. On a aussi d'autres épreuves de niveau international. Oui, il y a une appétence dans les montagnes à ces Jeux Olympiques. C'est pas les Jeux Olympiques d'été. Les Jeux Olympiques d'hiver, c'est plus petit, ce sera beaucoup plus important pour la région. Épars dans le massif, mais c'est très important pour la région et c'est surtout de très très beaux moments de sport. On verra ça. Merci beaucoup Loïc Hervé, merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Dernier thème de cette émission, la grande distribution nous veut-elle du bien? Une commission d'enquête du Sénat cherche à mettre au clair la part de responsabilité des grands groupes dans la fabrication des prix. Cette semaine, le patron de Carrefour était entendu. Écoutez. Depuis que je dirige Carrefour, j'ai l'honneur d'être, j'allais presque dire très régulièrement, j'allais presque dire même annuellement, auditionné par différentes commissions qui ont été constituées au Parlement. Pour être sincère, je vais essayer de l'être pendant tout l'exercice, au-delà du serment que j'ai prêté. Je suis à chaque fois à la fois heureux et un peu préoccupé par ces auditions. Heureux d'un échange avec vous, en raison de la considération que je dois avec mes collaborateurs à la représentation nationale et de l'intérêt mutuel que nous trouvons à ces échanges. Préoccupé aussi, je dois dire, car je constate systématiquement une tentation de jeter le soupçon ou l'opprobre sur, selon les cas, les pratiques, les stratégies, aujourd'hui les marges de la grande distribution. J'ai parfois le sentiment qu'à travers ces travaux successifs, très spécifiques à la France, vous avez face à vous quelqu'un qui est présent dans une quarantaine de pays. Je crois n'avoir jamais été convoqué ni un de mes dirigeants de pays devant la moindre commission parlementaire. Il y a pourtant des parlements aussi. On cherche trop souvent à diaboliser la grande distribution. Je regrette, je dois dire, et vous m'autoriserez ce regret, qu'on ne s'intéresse jamais à l'avenir de la distribution française, à ses atouts, à son rôle, à ses difficultés, ce qui me paraîtrait à la fois utile et parfois plus essentiel. La distribution, c'est un secteur qui dispose d'entreprises françaises emblématiques. Il mérite, je le crois, au même titre que tous les autres, la considération des pouvoirs publics et de la représentation nationale. Passé cette observation préalable et pour essayer d'apporter ma contribution à vos réflexions, je procéderai en 2 temps. D'abord en vous rappelant quelques éléments propres au secteur et plus particulièrement à Carrefour. Ensuite en formulant quelques remarques sur ce qui paraît être le cœur de vos réflexions. D'abord dans un secteur traversé par des mutations très profondes, Carrefour, dernier distributeur français à porter des ambitions internationales, a la volonté de se placer au même niveau que ses concurrents mondiaux. Il faut bien mesurer, et je sais que vous le savez, les mutations très profondes qu'affronte le secteur. Une intensité concurrentielle toujours accrue, sous l'effet de la polarisation de nos marchés, avec un écart croissant entre ceux qui gagnent et ceux qui souffrent, et l'efficacité aussi de nouveaux entrants dans l'alimentaire comme dans le non-alimentaire, d'action aux grandes plateformes chinoises, toujours dans le sens d'une discontisation plus forte de la consommation. Deuxièmement,
le comportement très prudentiel des consommateurs après la période d'hyperinflation à laquelle a succédé une période d'hypersensibilité au prix. Les tensions très fortes sur le pouvoir d'achat, vous l'avez dit Madame la Présidente, aboutissent à des pressions sur les marges et les volumes que notre secteur n'a jamais connus. Enfin, ajouter les incertitudes politiques, macroéconomiques, fiscales, qui font monter le taux d'épargne et n'incitent pas nos compatriotes à consommer. Et vous avez un tableau de la réalité du marché aujourd'hui. Je le dis avec un peu de gravité, ce qui a changé dans la distribution en quelques années, c'est que des enseignes françaises historiques, des groupes qui ont été des fleurons nationaux, souffrent fortement. Et comme je le disais au début de mon propos, je suis souvent surpris que les pouvoirs publics ne s'intéressent pas beaucoup à cette évolution inédite d'un secteur dont l'activité est à la fois non délocalisable, nos magasins resteront en France, et majeure en termes d'emploi dans nos territoires. Dans ce contexte, Carrefour, dernier distributeur français à porter des ambitions internationales, a la volonté de se placer au même niveau que ses grands concurrents mondiaux. Carrefour opère 15 000 magasins dans plus de 40 pays, dans lesquels travaillent plus de 500 000 collaborateurs sous enseigne. Le groupe a 67 ans cette année. Je viens de lancer un nouveau plan stratégique à horizon 2030, autour de 3 champs d'action, nos clients, en travaillant sur notre offre, sur la proposition de valeur que nous leur faisons avec des investissements pris, un plan frais très ambitieux, des innovations produits et des engagements RSE ambitieux. Nos magasins et notre e-commerce en deux, avec là aussi des investissements puissants dans nos territoires. Et enfin, la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle sur lesquelles notre groupe possède déjà une longueur d'avance et entend continuer d'investir au service de magasins plus intelligents et plus efficaces. Lors des questions, je serai heureux de vous apporter des précisions sur l'ensemble des aspects de ce plan et ainsi de vous détailler les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Sachez que l'un des objectifs de ce plan stratégique, et je l'assume pleinement, c'est d'améliorer la marge du groupe Carrefour. Et lorsque je dis la marge, c'est bien au singulier. Carrefour est un groupe coté. Nos comptes obéissent à des règles strictes, ils sont publics et transparents. Il ne peut donc y avoir aucune de ces prétendues opacités dont j'entends parfois parler au sujet de la distribution qui aurait des marges. Je n'ai jamais compris ce pluriel plein de sous-entendus. Ma marge est connue, elle est bien plus faible que dans d'autres secteurs. Mon résultat net, ce qu'il me reste à la toute fin, c'est moins de 1% de mon chiffre d'affaires, 10 fois moins que les industriels. Pourquoi cette ambition, vous me demanderiez naturellement, d'augmenter la marge du groupe Carrefour? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la compétition internationale que j'affronte, Carrefour n'est pas au niveau de ses grands concurrents internationaux. Les Ahold, les Tesco, les Walmart affichent des taux de marge qui sont de l'ordre du double de celles de Carrefour. Sans que personne, dans aucun pays dans lequel ces grands groupes sont établis, ne discute leur marge. Sans que dans aucun de ces pays, on oppose ces groupes ou leur profitabilité à celle des agriculteurs ou celle des industriels. Ce qui est propre à la France, je le constate dans aucun autre pays où l'on est, au contraire, fier d'avoir des grands groupes de distribution puissants, performants et profitables. Cela m'amène à formuler plus directement quelques observations sur le cœur du sujet qui vous préoccupe, le rôle de la distribution dans la formation des prix et la rémunération des acteurs de la chaîne de valeur. Le cœur du débat est toujours le même. Il réside dans une équation facile à poser, mais extrêmement difficile à résoudre. Il est demandé à la distribution tout à la fois de maîtriser les prix de vente aux consommateurs, car nous sommes redevables du pouvoir d'achat des Français, de bien rémunérer les producteurs, car l'amont doit être rémunéré et il faut sécuriser les approvisionnements, et de garantir la qualité, car c'est notre responsabilité à l'égard des clients. Cette conciliation, nous essayons de la résoudre chaque jour. Et avec le recul de bientôt 9 ans à la tête de Carrefour, c'est toujours la distribution qu'on sollicite en fonction des priorités du moment. En période de déflation, au moment de ce qu'il est convenu d'appeler Egalim 1, l'accent a été mis fortement sur la rémunération des producteurs. Carrefour a appliqué le texte sans état d'âme, alors même que le dispositif de limitation des promotions affecte très puissamment le cœur de notre modèle, les hypermarchés. Pendant le Covid, puis avec la crise ukrainienne, la distribution a été de nouveau sollicitée pour sécuriser l'approvisionnement des Français. Carrefour et l'ensemble du secteur ont répondu présent, y compris, comme toujours, pour venir en aide à des filières agricoles qui ont pu souffrir plus particulièrement à tel ou tel moment.
Et Galliman n'ayant pas semblé suffisant, le législateur est alors intervenu pour prévoir l'établissement de contrats protégeant la matière première agricole. Là encore, la distribution a appliqué ce dispositif et vous ne trouverez aucune trace de remise en cause de la part de Carrefour. Mais où en est la contractualisation en marche avant? Où en sont les contrats dits de premier niveau entre industriels / transformateurs et agriculteurs qui permettraient dans un second temps une négociation entre le fournisseur et son distributeur transparente et à 100% protectrice de la matière première agricole? Avec l'hyperinflation, il nous a été ensuite demandé de remettre le focus sur les clients. Nous n'avions évidemment attendu personne pour prendre des initiatives, c'est notre métier. Nous avons néanmoins accepté, en complément de nos politiques commerciales, de constituer des dispositifs anti-inflation, les fameux paniers anti-inflation. Au même moment, nous acceptions aussi la réouverture de négociations commerciales, pourtant légalement achevées, afin de tenir compte de la hausse des matières premières. Ce que les industriels ont fermement refusé, quand au contraire, les prix de ces mêmes intrants diminuaient fortement. Et aujourd'hui, alors que l'hyperinflation a cessé, mais que nos compatriotes demeurent sous le choc d'une hausse de 25% des prix des produits alimentaires, que la distribution a seule pu contenir, on laisserait entendre que les distributeurs opèrent avec des marges indues, qu'ils abuseraient, qu'ils auraient un comportement mortifère. Je vous le dis, ce n'est ni sérieux, ni responsable, ni très respectueux de notre métier. L'engagement permanent des distributeurs pour concilier les impératifs du pouvoir d'achat, première préoccupation, et de loin de nos concitoyens, et la juste rémunération de l'amont n'est pas à mettre en doute. Pas davantage que l'accompagnement de toutes les politiques publiques, je viens de le rappeler. Je voudrais terminer mon propos en vous faisant part d'une conviction personnelle forte. Depuis 30 ans, 40 ans, le commerce ne cesse de faire l'objet d'interventions législatives. La tentation d'intervenir sur les prix et dans le libre jeu d'acteurs privés demeure en France beaucoup trop forte. Aucun autre pays, en dehors de régimes politiques que, je crois, personne n'a envie de copier, ne connaît cette tentation permanente d'intervention. Or, le commerce est une activité qui ne peut s'épanouir que dans la liberté. Liberté d'arbitrer entre les produits, en ajouter, en supprimer, en créer, c'est bâtir un assortiment parmi des milliers de références. Liberté de négocier, car la négociation est l'acte fondateur, incontournable et nécessaire de notre métier. Liberté de fixer les prix, parce que c'est là aussi l'essence du métier pour construire la meilleure offre pour le client. Et qui est l'arbitre final de tout ceci? C'est le client. L'échec d'un assortiment, d'une négociation, de la fixation d'un prix, c'est dans nos magasins qu'il se constate. Si j'ai un seul message à vous délivrer, c'est bien celui-ci. Laissez la liberté aux acteurs privés, redonnez de l'air au secteur, cessez de réglementer à la demande des uns ou des autres. Chez Carrefour, nous croyons que seule la contractualisation et non la surréglementation peut mettre un terme à la défiance que certains cherchent à installer en espérant en bénéficier. Oui, bonjour Madame la sénatrice. Le patron du groupe Carrefour a été donc auditionné cette semaine par le Sénat. Il dit qu'on diabolise trop la grande distribution. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est évidemment pas tout à fait l'état d'esprit de la commission d'enquête que nous avons lancée sur les marges des industriels et de la grande distribution. Il ne s'agit pas de chercher ni des responsables ni des victimes. D'ailleurs, il s'agit de comprendre pourquoi on en est là, comment on peut rééquilibrer le rapport de force entre les distributeurs et les industriels, mais surtout au profit des producteurs et en particulier évidemment aussi des consommateurs. Donc, je pense que tout ça est un peu exagéré. Je dis ça avec le plus grand respect que j'ai pour la grande distribution en tant que sénatrice du Nord, qui est un territoire évidemment historique pour la grande distribution. Mais je pense qu'on est objectivement aujourd'hui dans une situation où, là où avant les distributeurs faisaient face à des industriels tout puissants, c'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt le sentiment que ce sont les producteurs, les agriculteurs et parfois les marques qui font face à la grande distribution. Ce sont les victimes, en quelque sorte. Donc on essaye de comprendre, de voir comment on peut rééquilibrer cela par la loi ou autrement, mais déjà, en tout cas, de mener l'enquête. La commission d'enquête achèvera ses travaux, je crois, c'est au mois de mai, vous me confirmez. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de toutes les auditions, de tout le travail que vous avez effectué? Je pense qu'on peut d'abord dire que, bien que ce soit une commission d'enquête, on a du mal à faire la lumière. Ah, pourquoi? On est sur un sujet où, vous savez, en commission d'enquête,
on jure, on dit la vérité, voilà. Et pour autant, on voit bien qu'il y a, c'est compliqué d'obtenir de la transparence, c'est compliqué de faire parler nos interlocuteurs. En tout cas, moi, c'est pas ma première commission d'enquête et je trouve que dans celle-là, c'est particulièrement difficile. Et comment vous l'expliquez? Parce que on est dans des vrais sujets de négociation tendus et qu'il y a un vrai rapport de force, qu'il y a des vrais moyens de pression, des uns vis-à-vis des autres, et que, en raison de ces moyens de pression, certains ne veulent pas dire tout haut devant tout le monde ce qu'ils vivent, voire ce qu'ils subissent au quotidien. Et rien que ça, c'est déjà inquiétant. Encore une fois, le sujet, c'est pas de distribuer les bons et les mauvais points, c'est de faire en sorte que ceux qui produisent soient rémunérés à leur juste valeur, et en particulier nos agriculteurs, nos petits producteurs, nos PME françaises aussi, sans évidemment pénaliser le consommateur qui a évidemment lui aussi droit à avoir une alimentation saine et un juste C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'on ne va pas arriver vraiment, on ne va pas parvenir à faire toute la lumière sur ce système. Est-ce que ça va déboucher peut-être sur une proposition de loi, sur quelque chose? Vous avez déjà une petite idée là, à ce niveau-là? Alors, ça sera l'objet de la discussion collective avec la présidente et la rapporteure. Je ne dis pas qu'on n'arrivera pas à faire toute la lumière, parce qu'il y a les auditions, il y a la partie publique des auditions, mais ça ne s'arrête pas là, le travail d'une commission d'enquête. Il y a aussi un travail sur pièce et sur place qui peut se faire. Je pense Vous envisagez ça, par exemple, d'aller chez les distributeurs? Je crois que la présidente et la rapporteure envisagent effectivement cela, y compris pour pouvoir obtenir des informations et des documents. Ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, le sujet, il est peut-être plus du côté du contrôle. Quelles sont les prérogatives de l'autorité de la concurrence, de la DGCCRF, et est-ce qu'elles ont les moyens d'utiliser leurs prérogatives? Est-ce qu'il ne faut pas les renforcer? Parce que finalement, la loi, elle est là. La question, c'est est-ce que la loi est bien respectée? Peut-être qu'il faut ici ou là la corriger, mais il faut peut-être renforcer les légiférer, instruments de on l'a contrôle. déjà fait. Donc, est-ce que c'est pas plutôt dans le contrôle et dans la manière dont chacun, dans les faits, utilise cette loi sans dévier, en fait? Bon, vous nous avez déjà donné une petite piste. Merci beaucoup d'avoir Je vous en répondu prie. à mes questions et on suivra bien évidemment la suite des travaux de cette commission d'enquête. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information politique continue sur Public Sénat. Tout de suite, vous retrouvez Thomas Hugues pour Sens Public.